Ne pourrait-on faire mieux avec toutes ces zones commerciales qui abondent à travers le pays? Ne pourrait-on avoir mieux que des parkings à peine remplis et des centres commerciaux qui se meurent à petit feu? À cette question, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. On peut faire mieux et même beaucoup mieux. Et la nouvelle encore meilleure, c'est que c'est justement le sujet du jour et qu'on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où, vous l'avez compris, on va parler d'un sujet absolument pas sexy sur le papier, mais absolument crucial pour l'avenir de nos villes, la transformation des friches commerciales, autrement dit, la reconversion de ces grandes surfaces de périphérie que tout le monde ou presque critique et conspue. En 2010 sortait dans Télérama un article désormais entré dans la postérité, grâce, ou plutôt à cause de son titre pour le moins polémique, « Comment la France est devenue moche ». Depuis, l'expression s'est largement popularisée pour désigner ces fameuses entrées de ville que l'on retrouve un peu partout en France, aux franges des petites comme des grandes agglomérations, et qui se caractérisent par ces océans de parking à ciel ouvert qui s'étendent à perte de vue jusqu'aux confins de l'horizon. Et c'est à cette France moche que souhaitent aujourd'hui s'attaquer de nombreux acteurs. Les collectivités concernées, l'État, les aménageurs publics et privés, les promoteurs immobiliers, bref, tout le monde se demande ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces milliers de mètres carrés de béton dans des agglomérations où le foncier est toujours plus rare et donc toujours plus cher. Il y a un enjeu majeur pour l'État à repenser la périphérie commerciale d'un point de vue urbain, environnemental, mais aussi économique, puisque c'est souvent des périphéries qui déclinent. Si la question se pose aujourd'hui avec autant d'acuité en 2023, c'est parce qu'il y a une sorte de convergence des planètes qui font de ce sujet un sujet de premier plan. Il y a d'abord un contexte géographique. Ces grandes surfaces dites de périphérie, eh bien, elles ne sont plus tant que ça en périphérie. Elles ont été progressivement rattrapées par l'urbanisation des agglomérations, et on se retrouve aujourd'hui avec ces nappes de béton comme autant de verrues urbaines sur lesquelles on se dit qu'on pourrait quand même un peu mieux faire. Tout cela s'inscrit plus généralement dans le contexte du ZAN, le fameux objectif zéro artificialisation nette, et je vous renvoie à notre récente vidéo si vous souhaitez en savoir plus, un objectif qui préconise, comme son nom l'indique, d'arrêter d'artificialiser des sols nouveaux, et donc par corollaire de reconstruire sur l'existant, par exemple au hasard, sur ces fameuses zones commerciales. À cela s'ajoute évidemment le changement climatique, puisque toutes ces nappes de béton, c'est autant d'imperméabilisation des sols, qui favorise les îlots de chaleur, qui augmente les risques d'inondation, qui empêche les nappes phréatiques de se remplir à nouveau. À l'heure où tout le pays se prépare à une sécheresse drastique pour l'été 2023, on peut comprendre que tout ça fasse un peu tâche. Il y a donc une loi qui est entrée en vigueur en 2021 qui s'appelle la loi climat et résilience. On ne pourra plus non plus créer de grands centres commerciaux. Donc en fait, cette loi, c'est un peu le cercueil de la France moche. Et puis il y a un troisième enjeu, peut-être le plus évident, l'évolution des modes de vie et de consommation. L'explosion du e-commerce, la fin du tout automobile, bref, la remise en question d'un modèle pensé pendant les 30 Glorieuses et qui ne correspond plus du tout à la réalité des chalandises hexagonales. C'est un secret de polichinelle, le taux de vacances commerciales ne fait que croître d'année en année. C'est la proportion de cellules qui sont vides de toute enseigne dans une zone d'activité ou un centre commercial. À titre d'exemple, justement, dans les centres commerciaux français, le taux de vacances était de 13% en 2021, alors qu'il était 2 fois moins élevé, 6%, 10 ans plus tôt. Dit autrement, dans un centre commercial aujourd'hui, près d'un commerce sur 8 est inoccupé et ce chiffre ne va cesser d'augmenter dans les années à venir, avec un cercle vicieux de la désaffection. La disparition de certaines locomotives entraîne une baisse de fréquentation globale et donc de nouveaux commerces qui ferment, et ainsi de suite, jusqu'à se retrouver avec des dead malls, des centres commerciaux fantômes dans lesquels on n'entend plus que le silence d'un modèle de consommation révolu. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, dead malls, qui s'est beaucoup popularisée depuis le milieu des années 2010. On l'a vu dans des films, dans des clips, dans des séries, parce qu'effectivement, ce problème de désertification, il est majeur aux USA. On parle quand même d'un quart des 1000 centres commerciaux américains qui devraient fermer leurs portes dans les 5 années à venir. Alors oui, on en est encore loin en France, notamment parce que notre modèle de consommation n'est pas aussi fucked up que celui des États-Unis, mais néanmoins, même si l'échelle est moindre, les symptômes sont les mêmes. Et c'est donc à la convergence de tous ces phénomènes géographiques, sociologiques, économiques, urbanistiques que se pose la question qui nous taraude aujourd'hui. Je vous le disais en introduction, c'est un peu le sujet qui agite le microcosme de l'immobilier en ce moment, avec pas mal d'actualités que je vais vous énumérer rapidement. On ne va pas revenir en détail parce que c'est pas forcément le plus intéressant du monde, mais vous allez le voir, ça permet de prendre le pouls d'un secteur en pleine ébullition. En décembre dernier, par exemple, 3 acteurs majeurs se sont associés, la Banque des Territoires, CDC Habitat et l'opérateur Frey, pour créer une société de portage exclusivement dédiée à la reconversion de ces étendues de béton.
Selon eux, on compterait en France 243 zones commerciales potentiellement transformables, ce qui représenterait plus d'1 million de logements potentiels, une manière comme une autre de lutter contre la crise du logement dans les grandes agglomérations. Tout récemment, au MIPIM, qui est un peu le festival de Cannes mais des acteurs de l'immobilier, eh bien c'est le promoteur Icade qui a annoncé le lancement d'une offre dédiée à ces entrées de ville. Et on pourrait ajouter à la liste des acteurs historiques issus de l'immobilier commercial, comme par exemple Noud, qui est une filiale d'Auchan, et dont on comprend qu'elle a fait de ces entrées de ville sa spécialité. Bref, vous avez compris l'idée, je pourrais continuer la liste assez longtemps, mais on a un terreau favorable qui fait de ce sujet un sujet de premier plan, on a des acteurs publics et privés qui veulent en faire quelque chose. La question à 100 millions, c'est maintenant, d'accord, et pour en faire quoi? Venez chez moi, j'habite chez Auchan, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est construire au-dessus d'un Auchan, sur le parking, à côté, ça va fonctionner comment? L'objectif, il est tout simplement d'en faire des quartiers mixtes, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire de nouveaux morceaux de ville qui mêlent logements, bureaux, commerces et parfois quelques équipements comme des salles de concert, des crèches, des écoles, etc. Alors bien sûr, la typologie des quartiers en question va un peu dépendre des acteurs qui les portent. On va avoir soit des dominantes résidentielles, pour les acteurs de l'immobilier traditionnel, soit des dominantes commerciales, avec beaucoup de commerces et un petit peu de logements et de bureaux pour donner de la vie à tout ça et avoir une clientèle déjà présente sur site. Et il faut bien l'admettre, c'est aujourd'hui ce dernier modèle qui domine l'actualité. Assez logiquement, puisque ce sont les acteurs issus de l'immobilier commercial qui se sont historiquement positionnés en premier sur ce qui était par définition leur terrain de chasse privilégié. On a plusieurs projets qui sortent de terre en ce moment même, par exemple à Nantes, Paris 10-21, sur le parking d'un ancien Leclerc dévitalisé, on va venir remettre une zone commerciale nouvelle génération. Ou encore à Strasbourg avec la plus grande opération de renouvellement commercial jamais portée en France, par l'opérateur Frey dont je vous parlais tout à l'heure, mais là encore c'est pour en faire une zone commerciale remodernisée. Et je vous mentirais si je vous disais que ce sont les projets qui me fascinent le plus, vous le comprenez sûrement au ton de ma voix. En réalité, il ne s'agit pas véritablement de reconversion, mais plutôt de mise à niveau de zones commerciales obsolètes car monofonctionnelles, en y apportant une mixité d'usage certes salvatrice, mais pas forcément très ambitieuse. Et j'irais même jusqu'à dire, sans exagérer, qu'on est en train de remplacer un modèle commercial obsolète, hérité des 30 Glorieuses, par un autre modèle commercial qui sera très probablement lui aussi obsolète dans 10, 15, 20, 30 ou 50 ans, quand les logiques de consommation et de croissance permanente seront elles aussi dépassées. Mais fort heureusement, il existe des projets qui vont un peu plus loin que ça, en tout cas qui répondent un peu plus à cette problématique du logement que je vous évoquais à l'instant. Et pour vous le prouver, je vous emmène dans la métropole bordelaise, à Mérignac, avec une énorme opération d'aménagement qui porte le doux nom de Marne-Soleil. Les chiffres sont impressionnants, près de 70 hectares réaménagés, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. 2800 logements créés sur 15 ans, plus de 14 000 arbres plantés. Et tout ça soutenu par l'extension de la ligne de tramway qui devrait être livrée cette année. Et sans être particulièrement clinquant dans son exécution, il faut bien le dire, eh bien ce projet de Marne-Soleil coche un peu toutes les cases de ce que l'on peut faire de bien quand on veut vraiment s'inscrire dans une logique de revitalisation, de régénération urbaine. On a de la mixité d'usage pour renforcer l'offre de logement dans une métropole qui en a diablement besoin. On a de la renaturation pour lutter contre le dérèglement climatique, dans une région là encore particulièrement exposée aux canicules présentes et à venir. On a un ancrage finement pensé dans le tissu existant et des mobilités véritablement décarbonées pour sortir, enfin, d'un modèle tout automobile. Et on voit bien ce qui est en train de se façonner sous nos yeux avec cet exemple et plein d'autres du même acabit en France. On est en train littéralement de venir recouvrir ces grandes surfaces commerciales qui n'ont plus lieu d'être, ce qui est d'ailleurs un excellent résumé du cycle naturel de la fabrique urbaine. Les philosophes parlent de ville palimpseste pour décrire cette ville qui se reconstruit en permanence sur elle-même, comme un parchemin sur lequel on réécrit constamment. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces zones commerciales, jusqu'alors tristement bétonisées, vestiges d'un passé pas si lointain, mais désormais derrière nous. Et personnellement, j'y vois aussi le champ du signe de la société de consommation qui a marqué la fin du XXe siècle, la fermeture d'une certaine parenthèse de l'histoire urbaine et l'ouverture d'un nouveau chapitre dont on espère quand même que les écrits résisteront un peu mieux à l'épreuve du temps. Voilà pour cet épisode qui était un peu plus long que d'habitude, mais vous aurez probablement remarqué que c'est un sujet qui me passionne. Si vous aussi ça vous passionne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Go ahead. No way. Check me out, man. This is so cool.